Ah, on est bien au calme. Quand je pense à toute cette agitation, qu'est-ce qui met les gens en mouvement comme ça? Qu'est-ce qui les anime? Quel sens ils donnent à leurs actions? Ah, j'ai une idée. Salut Patricia. Laurent, Ouais. j'ai T'arrives. eu une super idée. Ah ouais? Ouais, si on faisait des portraits vidéo de personnes qui ont mis du sens dans leur vie. Alors tu vois, ça peut être au niveau professionnel, dans leur vie quotidienne, dans leur passion. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben écoute, l'idée me plaît vachement. En plus, il y a un portrait que je voulais faire sur un personnage qui est très inspirant. Ça pourrait être l'occasion. Tu passes? J'arrive. En quête de sens, une série d'investigations sur des personnages inspirants qui ont mis du sens dans leur vie. On vous emmène à leur rencontre. Et quel a été le déclencheur pour passer du simple métier de cuisinier qu'on apprend au départ à cette question de donner du sens réellement à sa pratique? Le grand déclic qui m'a vraiment fait basculer, c'est mon fils en fait qui avait un problème d'allergie. Donc en sortant de chez l'allergologue, l'idée c'était de donner de la cortisone assez régulièrement. Et ça c'était hors de question. Donc j'étais encore en train d'étudier la naturopathie à ce moment-là et je voulais, à travers un réglage alimentaire et un complément alimentaire, pas faire des tests sur lui, mais au moins amener un soin qui ne soit pas à base de chimie de synthèse avec des effets secondaires importants. Ça a fonctionné, donc c'est très encourageant. Donc c'est pas une illusion. L'alimentation peut avoir un réel impact sur la santé, quoi, clairement. Est-ce que porter un message comme ça, c'est aussi un combat? Oui, c'est un combat de tous les jours en fait. Moi, c'est ça aussi que j'essaye de faire prendre conscience aux gens, c'est que s'alimenter, ils ont un vrai pouvoir, quelque part. Moi, ce combat-là, quand je travaille avec des producteurs locaux, des produits de saison, des produits biologiques, l'idée, c'est un peu de contrer aussi tous ces grands groupes alimentaires qui ont une fâcheuse tendance à vouloir uniformiser le goût, avec des produits qui ne sont pas forcément de qualité, ouais. Qui sont très souvent amis avec des groupes pharmaceutiques. D'ailleurs, on a ce, hein, on donne le poison, on donne le remède, et ça fonctionne bien comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un parallèle à faire avec la cuisine et la santé en règle générale. La prise de conscience aussi, je trouve que les gens prennent conscience de l'importance de l'alimentation et reprennent aussi en main quelque part leur santé. Qu'est-ce que vous en faites de ces recettes? Je les brûle. En fait, moi je me rends compte que je travaille beaucoup à la marge. Je travaille beaucoup avec des gens qui sont sur des situations d'existence qui sont extrêmement radicales. Tu vois, que tu sois en prison à tricoter avec les types sur la question, je sais pas, de la justice ou de la vérité ou du temps, ou que tu sois en clinique psychothérapeutique à réfléchir sur ce que c'est que l'extension de la conscience qui prend une dimension cosmique, hein, ou que tu traites, comme je l'ai fait il y a 2 jours, avec des gens qui travaillent en soins palliatifs, que tu traites du rapport à la mort, qui ne peut pas être nommé, tu vois. Qui ne peut pas être nommé? Ah oui, puisque comment tu l'as défini, les gens disent c'est quoi la mort? C'est la fin de la vie. C'est un aveu d'impuissance. La première des confrontations que tu fais en philosophie, c'est la confrontation au réel. C'est la plus dure et c'est la plus âpre et c'est la plus insupportable. Hein. C'est la raison pour laquelle les mecs ont les matchs de foot, la télé et les élections, hein, pour démissionner de leur existence.
Des fois on dit les philosophes sont des gens dérangés, c'est peut-être vrai, mais la vérité c'est que le philosophe est toujours quelqu'un qui travaille à être dérangeant, tu vois. Qu'est-ce qui te gêne dans la philosophie telle qu'elle est transmise, enseignée, pensée au XXIe siècle? Bon, c'est une chose toute simple en fait, c'est que historiquement la philosophie elle se construit toujours en s'opposant à ce qu'on appelle traditionnellement l'opinion commune, l'opinion la plus répandue. Et aujourd'hui la philosophie est très populaire. Une bonne philosophie ne peut être que violente, turbulente. Jean Kelevitch disait la première caractéristique du philosophe c'est qu'il est insolent. Donc là, on est un peu aux prémices. Émilie met à disposition un terrain de 2 hectares ici à Saint-Martin-de-Crau. Et donc, on vient d'obtenir un permis de construire pour démarrer les constructions de bâtiments. Voilà, et donc tout ça se construit avec un collectif, il doit y avoir 20, 30 très actifs, une centaine de personnes qui gravitent autour, et puis beaucoup de réseaux, un petit peu tous les réseaux alternatifs qui nous accompagnent sur ces questions-là. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer un jardin potager où à la fois il y a les écoles qui viennent travailler avec nous, et en même temps c'est un jardin de cueillette où les gens viennent ici cueillir eux-mêmes des légumes. Enfin, moi je suis un peu un hyperactif, donc j'ai tendance toujours à vouloir aller trop vite. Et je sais que de mettre les mains dans la terre, ça me pose, ça me relie à un rythme qui est plus naturel, plus profondément ancré quelque part dans nos gènes. Voilà. Et c'est pas la peine de chercher à balancer plein d'engrais pour vouloir que ça aille plus vite, parce que de toute manière, la nature, elle a son propre rythme. Enfin, pour moi, c'est un peu un défi aussi. Enfin, un défi, c'est le management, la ressource humaine, le PFH, qu'on appelle le putain de facteur humain. C'est aussi le faire ensemble, qui est quelque chose qui est vraiment pas simple. Et au sein de l'espace Cosmos, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des phases d'évolution à chaque fois et des questionnements. Et en fait, ça nous renvoie à chaque fois à nous, au moi et au collectif. Que les gens sont là aussi pour se renvoyer des effets miroirs. C'est que par l'autre qu'on peut grandir. Je pense qu'on s'en sortira au niveau de la société que si on arrive à trouver ces modes de relationnel respectueux des autres. Oui, c'est une expérience sociétale en fait. Mais complètement. Ici on est sur un lieu où mon père a positionné ses pierres levées. C'est le cœur énergétique, c'est là où a démarré la cosmoculture. Parce que le sol s'est chargé aussi de particules, d'ions, d'anions, qui sont aussi des émetteurs-récepteurs à l'image des pierres. Ces menhirs sont comme des amplificateurs de vibrations, donc d'énergie, transmises au sol par un phénomène d'électromagnétisme. Les énergies circulent à travers des réseaux, des grilles énergétiques, qui portent le nom de leurs découvreurs, Perret, Curie, Hartmann. Venez vers moi. Si vous sortez du champ, elles vont se libérer. Ah, voilà. Elles vont se libérer. C'est obligatoire. Donc, bien évidemment, il faut un petit peu de pratique. J'imagine, oui. Pour arriver à une... Ces pierres levées de très haute densité émettent et reçoivent ces vibrations comme des antennes. Elles sont positionnées au cœur de ces réseaux pour diffuser au mieux l'énergie dans la terre. Plein de petites pyramides sont disséminées dans le vignoble comme des antennes relais. On est sur une matrice. Et donc tout le travail là. Le reste, c'est le cycle solaire, c'est la nature qui fait son travail par elle-même. Et tout ça en harmonie, en résonance avec le monde du vivant. La cosmoculture va au-delà de la biodynamie, car non seulement elle utilise les saisons, les cycles cosmiques et l'énergie tellurique, mais par amplification, elle optimise l'énergie des sols, même dans les périodes dévitalisantes. Le vin, lui,
est chargé de ces énergies et les transmet à ceux qui le boivent. Et la biologie émotionnelle, on travaille sur l'origine émotionnelle des symptômes. C'est une carte, voilà. J'enseigne une carte du monde intérieur. Ce qui occupe quand même mon temps actuellement, c'est l'enseignement. À travers ces formations, quel but ou quelle mission tu te donnes? Dans mon cheminement, qui à la base était motivé par de la souffrance, à un moment donné, il y a quelque chose qui se dessine. Au fur et à mesure que je travaillais sur moi et que je libérais des mémoires, j'ai libéré ma parole. À un moment donné, je me suis retrouvé au tableau à expliquer des choses. C'était compliqué, ok. Mais finalement, ça m'a plu. Ton objectif, c'est de vulgariser en réalité. Ouais, c'est que tout le monde puisse se servir de cette boîte à outils pour être mieux. C'est ça. En fait, c'est là où je te disais, c'est un bien commun à l'humanité. Pour moi, là, tout ce qui touche à la santé, c'est pas monnayable. C'est comme l'enseignement. C'est une hérésie si on devait payer pour apprendre à parler. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est comme apprendre le langage de son corps. C'est exactement ça. Tu apprends le langage de ton corps. Parce qu'elle est intéressante, votre émission d'enquête de sens. Merci. Quand on parle de sens du symptôme, c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas dans le symptôme, quand tu trouves l'origine du symptôme, que tu vas au fond de toi et de ce qui est bloqué, ce qui émerge, c'est le sens.